À Thanksgiving, au lieu de la gratitude, j'ai reçu le plus grand mépris de ma vie. Prends tes affaires et sors d'ici, va mendier dans les rues, a dit froidement mon père. Mais il n'avait aucune idée que je gagne 25 millions de dollars par an. Je m'appelle Emily, j'ai 27 ans, et je me tiens dans la cuisine de mon enfance, regardant mon père me jeter dehors comme les ordures de la veille. Prends tes affaires et sors. Va mendier dans les rues, crache-t-il, son visage déformé par le dégoût. Les yeux de ma mère sont rivés au sol. Mes frères et sœurs sont en train de rire. Et me voilà, la déception de la famille. Mise à la porte le jour de Thanksgiving. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti complètement invisible dans votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment je suis arrivé à ce beau moment familial. Voyez-vous, j'ai toujours été l'enfant du milieu dont personne ne savait trop quoi faire. Pendant que mon frère aîné Marc devenait cet avocat de renom dont tout le monde se vante, et que ma sœur Sarah collectionnait les récompenses en soins infirmiers comme des cartes Pokémon, j'étais juste Emily, celle qui ne sait pas ce qu'elle veut, celle qui donne des maux de tête à tout le monde. Vous savez, une véritable énergie familiale de soutien. Quand j'ai décidé d'étudier à New York il y a 3 ans, le cœur familial était unanime. C'est beaucoup trop cher. Tu essaies d'être quelque chose que tu n'es pas. Pourquoi ne peux-tu pas simplement rester dans le coin comme les gens normaux? Les gens normaux. Parce qu'apparemment, rêver plus grand que notre petite ville de Pennsylvanie me rendait anormal. Les premiers mois à New York ont été brutaux. Je veux dire, des ramants pour le petit déjeuner. Brutal. Travailler à 2 emplois, dormir sur le canapé d'un ami, me demandant si peut-être ils avaient raison de dire que j'étais irréaliste. Et chaque fois que j'appelais à la maison pour demander de l'aide, ce que je détestais faire, c'était la même leçon sur le fait que j'avais eu les yeux plus gros que le ventre. Nous en avons assez de soutenir ta fantaisie, disait Marc lors des appels familiaux. Fantaisie, comme si vouloir une éducation était l'équivalent de croire aux licornes. Mes parents m'envoyaient de minuscules sommes d'argent, mais toujours accompagnées d'une leçon. C'est la dernière fois. Tu dois apprendre à te débrouiller seul. Il est peut-être temps de rentrer à la maison et d'affronter la réalité. L'argent était assorti de tant de conditions que je me sentais comme une marionnette. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leurs rappels constants que j'étais un fardeau sont devenus mon carburant de fusée. Chaque commentaire désobligeant, chaque roulement d'yeux, chaque fois qu'ils me faisaient sentir que j'en demandais trop. Tout cela a alimenté ce petit feu en moi qui ne cessait de grandir. Je me suis plongé dans mes études comme si ma vie en dépendait. Informatique, cybersécurité, tout ce qui touche à la technologie. Pendant que mes colocataires faisaient la fête, j'apprenais des langages de programmation. Pendant qu'ils faisaient la grasse matinée le week-end, je travaillais dans un café sur le campus et faisais de la conception web en freelance. Quelque chose a fait tilt pour moi vers ma 2e année. J'ai commencé à remarquer combien de petites entreprises avaient une sécurité numérique épouvantable. Genre, effroyablement mauvaise. Je parle de mots de passe comme mot de passe 123 et d'aucun système de sauvegarde. C'était comme regarder les gens laisser leur porte d'entrée grande ouverte avec une pancarte disant « Volez-moi ». Alors, j'ai commencé à offrir des consultations de sécurité de base. Juste de petites choses au début, aider les restaurants à sécuriser leur système de paiement, mettre en place des pare-feux appropriés pour les magasins locaux. La nouvelle s'est répandue plus vite que prévu. Il s'avère que lorsque vous résolvez réellement les problèmes des gens au lieu de simplement prendre leur argent, ils le disent à leurs amis. Au cours de ma 3e année, je n'étais plus seulement en freelance. J'avais créé ma société. Carter Digital Security. Ouais, j'ai utilisé mon propre nom de famille parce qu'apparemment, je suis sans vergogne comme ça. L'entreprise a commencé petit, mais nous avons grandi vite. Très vite. La beauté de la technologie, c'est que personne ne se soucie de votre âge ou de votre origine si vous pouvez fournir des résultats. Lorsqu'une grande chaîne de vente au détail s'est fait pirater et a perdu les données de ses clients, devinez qui ils ont appelé pour réparer leurs dégâts et empêcher que cela ne se reproduise. Cette personne de Pennsylvanie qui ne savait soi-disant pas ce qu'elle voulait de la vie. Mais voilà. Je n'ai jamais rien dit de tout cela à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient déjà clairement indiqué que mes rêves étaient trop grands pour quelqu'un comme moi. Alors, je les ai simplement laissés continuer à penser que j'étais cette étudiante en difficulté qui joignait à peine les 2 bouts. Pendant ce temps,
je construisais tranquillement quelque chose qui allait tout changer. L'ironie ne m'échappait pas, je valais plus d'argent que toute ma famille élargie réunie. Pourtant, me voilà au volant de ma vieille Honda pour me rendre en Pennsylvanie pour Thanksgiving, comme une étudiante qui rentre à la maison pour de la nourriture gratuite. Bon, techniquement, c'était de la nourriture gratuite. Il se trouve juste que j'aurais pu acheter le restaurant si j'avais voulu. J'avais laissé ma vraie voiture, une Tesla Model S que j'avais achetée en espèces parce que je le pouvais, garée dans mon garage de Manhattan. Inutile de leur donner plus de munitions sur le fait que je me donnais des airs ou que j'essayais d'être chic. Dieu nous en préserve qu'Emily réussisse réellement quelque chose. La maison était exactement la même que lorsque j'avais 12 ans. Même peinture écaillée sur les volets, même allées fissurées que papa disait toujours qu'il réparerait l'été prochain. Certaines choses ne changent jamais, contrairement à mon compte en banque. Maman a ouvert la porte avec ce sourire particulier qu'elle réservait au moment où elle essayait d'être encourageante, mais ne savait pas trop comment. Vous savez lequel. C'est comme si elle était fière que vous soyez là, mais inquiète que vous alliez demander de l'argent. Émilie. Oh, ma chérie, tu as l'air mince. Tu manges assez? Classique maman. En 30 secondes, elle avait réussi à la fois à me serrer dans ses bras et à sous-entendre que je m'affamais probablement pour me permettre mes choix de vie. Je mange bien, maman. En fait, je mange très bien ces derniers temps. Si pas, très bien, vous voulez dire que je peux littéralement me permettre de manger où je veux, alors oui, j'allais très bien. Sarah était déjà à la table de la cuisine avec sa famille parfaite, un mari qui travaille aussi dans la santé, 2 enfants qui ont apparemment hérité du talent familial pour être impressionnants. Émilie, oh mon Dieu, ça fait une éternité. Elle s'est levée pour me prendre dans ses bras et j'ai pu la voir faire ce balayage rapide du regard, vous savez, vérifier si j'avais l'air de réussir ou si j'étais toujours en difficulté. Marc est entré nonchalamment dans son uniforme d'avocat, chemise chère, pantalon parfaitement repassé, cette montre qu'il a achetée pour s'assurer que tout le monde savait qu'il avait réussi. Eh bien, la fille prodigue est de retour. Comment te traite la grosse pomme? Je ne peux pas me plaindre, ai-je dit, ce qui était vrai. Je ne pouvais vraiment me plaindre de rien ces jours-ci. Comment va le cabinet d'avocat? Occupé. Très occupé. Je viens de conclure une grosse affaire le mois dernier, le règlement était. Il s'est lancé dans le récit de sa dernière victoire parce que Marc ne pouvait pas simplement dire bonjour sans rappeler à tout le monde à quel point il avait réussi. J'ai hoché la tête, pensant que son plus gros règlement couvrirait à peine mon paiement d'impôt trimestriel. Mais bien sûr, Marc, dis-moi plus sur ta grosse affaire. Papa est apparu du salon, l'air déjà stressé. L'entreprise familiale, une petite entreprise de construction, était en difficulté depuis des années. Je pouvais voir sur son visage que les choses ne s'étaient pas améliorées. Émilie, content de voir que tu es arrivée. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit, ce qui n'était que partiellement vrai. J'avais en fait envisagé de ne pas venir cette année, mais quelque chose m'a poussé à rentrer à la maison. Peut-être qu'il me manquait malgré tout. Ou peut-être que j'étais curieuse de voir si quelque chose avait changé. Alerte spoiler, non. Dès la première heure, j'avais déjà entendu parler de la promotion de Marc, de la dernière récompense en soins infirmiers de Sarah et des résultats scolaires honorables des enfants. Quand quelqu'un posait des questions sur ma vie, la conversation durait peut-être 30 secondes avant que quelqu'un ne change de sujet. Alors, Émilie, comment vont les études? A demandé maman en mettant la table. En fait, j'ai eu mon diplôme l'année dernière. Je travaille sur mon. Sarah, tu peux vérifier la dinde, a interrompu papa. Et juste comme ça, ma tentative de partager des nouvelles de ma vie s'est évaporée. C'était la dynamique familiale dont je me souvenais. Émilie parle. La famille passe à autre chose. Émilie essaie de contribuer. La famille trouve quelque chose de plus important à discuter. C'était comme être un personnage secondaire dans ma propre histoire. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Je n'étais plus cette étudiante désespérée. Je n'étais pas celle qui avait besoin de leur approbation, de leur soutien financier ou de leur validation. J'étais ici par choix, pas par nécessité. J'étais ici parce que je le voulais, pas parce que je n'avais nulle part où aller. Cela aurait dû me faire sentir mieux. Au lieu de cela, ça a rendu le tout encore plus déprimant. Je n'avais plus besoin d'eux, mais je voulais toujours qu'ils s'en soucient, et ils ne s'en souciaient toujours pas. La soirée s'est poursuivie avec les mêmes schémas. Marc dominait les conversations sur ses succès.
Sarah partageait des nouvelles de sa famille parfaite. Les enfants étaient adorables et accomplis. Papa se plaignait du stress au travail. Maman s'inquiétait pour tout le monde. Et Émilie, eh bien, Émilie écoutait simplement parce qu'apparemment, c'est tout ce pourquoi Émilie était bonne. Demain, c'était le dîner de Thanksgiving, le vrai test. Je ne savais pas que j'allais le rater de manière spectaculaire. Le matin de Thanksgiving a commencé avec maman ayant ce que je ne peux décrire que comme une crise de panique contrôlée. Elle cuisinait depuis l'aube, et à 10 heures, elle était déjà dépassée, en sueur, et marmonnait que rien ne se passait comme prévu. Les petits pains ne lèvent pas bien, a-t-elle annoncé à personne en particulier. La dinde met une éternité à cuire, et je n'ai toujours pas fait la sauce. Sarah s'occupait de ses enfants, qui traversaient apparemment leur phase « je déteste tout ». Marc était sur son téléphone à gérer une crise de travail parce que même les jours fériés, Marc devait rappeler à tout le monde à quel point il était important. Papa se cachait dans le salon en regardant le football. Donc, naturellement, Émilie est intervenue pour aider parce que c'est ce qu'Émilie fait. « Maman, pourquoi ne t'assieds-tu pas une minute ? Tu as l'air épuisée. » Je me suis dirigé vers la cuisinière où elle remuait frénétiquement 3 casseroles différentes. « Laisse-moi prendre le relais un peu. »« Oh, ma chérie, tu n'es pas obligée. Je veux aider. Tu en fais trop. » Je l'ai doucement guidée vers une chaise de cuisine. « Dis-moi juste ce qu'il faut faire ensuite. » Pendant un moment, c'était comme au bon vieux temps. Maman et moi dans la cuisine, travaillant ensemble, parlant de choses sans importance. Elle a commencé à se détendre, a même souri quand j'ai réussi à sauver sa sauce de se transformer en ciment. « Tu as toujours été douée en cuisine, » a-t-elle dit. « Tu te souviens quand tu m'aidais à faire les biscuits de Noël ? » Je m'en souvenais. À l'époque où j'étais petite, et où il semblait encore apprécier ma présence, avant que je ne devienne la déception de la famille. Je fais encore de la pâtisserie parfois, lui ai-je dit. Mon appartement a une super cuisine. Mon appartement qui pourrait contenir leur maison entière, mais qui compte ? Tout se passait bien jusqu'à ce que papa entre dans la cuisine. Avez-vous déjà vécu quelque chose de si publiquement humiliant que vous aviez l'impression de le voir arriver à quelqu'un d'autre ? Commentez ci-dessous si vous avez déjà été complètement mortifié par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus. Papa avait bu. Pas ivre, mais certainement pas sobre. Les problèmes de l'entreprise de construction pesaient clairement sur lui, et les vacances le rendaient toujours plus instable. Il a jeté un regard sur moi, debout à la cuisinière, puis sur maman assise à la table, et tout son visage a changé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa voix avait ce ton dangereux que je me souvenais de mon enfance. Tu la laisses prendre le contrôle maintenant ? Maman a essayé de désamorcer la situation. Émilie aidait juste. Je ne me souviens pas avoir demandé ton avis. Ses yeux n'ont jamais quitté mon visage. Tu crois que tu peux débarquer ici et commencer à tout diriger ? Je suis resté calme. L'ancienne Émilie aurait reculé immédiatement. Aurait commencé à s'excuser, aurait essayé de faire la paix. Mais la nouvelle Émilie, celle qui avait bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars à partir de rien, avait appris quelque chose sur le fait de tenir bon. J'aidais juste maman avec le dîner. C'est tout. C'est tout. Il a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Tu te pointes une fois par an, ne contribue en rien à cette famille, et tu penses que tu peux commencer à donner des ordres. La cuisine était devenue silencieuse. Même depuis le salon, je pouvais sentir que tout le monde écoutait. Marc et Sarah avaient arrêté ce qu'ils faisaient. Les enfants étaient calmes. Je ne donnais pas d'ordre. Je faisais de la sauce. Tu faisais de la sauce, a-t-il répété comme si j'avais prétendu faire une opération à cerveau ouvert. Dans ma cuisine, dans ma maison, avec ma nourriture. La situation s'envenimait rapidement et je savais que je devais reculer, m'excuser, simplement laisser tomber parce que ça n'en valait pas la peine. Mais quelque chose en moi a refusé de plier cette fois. Ta maison dans laquelle j'ai grandi, ta famille dont je fais partie, ta fille qui essayait d'aider. Ma voix est restée égale, mais il y avait de l'acier dedans maintenant. Je ne savais pas qu'aider était un crime. C'est là qu'il a explosé. N'ose pas me prendre de haut. Sa voix a résonné dans toute la maison. Tu penses que parce que tu es allé dans une école chic à New York, tu es meilleur que nous ? Tu penses que tu peux revenir ici et nous montrer comment faire ? J'ai senti la vieille honte familière essayer de remonter le long de ma colonne vertébrale.
Le sentiment d'être petite, d'avoir tort, d'être trop de problèmes pour tout le monde, mais elle ne pouvait plus m'atteindre. Je pense que je faisais de la sauce, ai-je dit doucement. Tu ne penses pas. C'est ça ton problème. Tu ne penses jamais. Son visage devenait rouge maintenant. Tu fais juste ce que tu veux. Tu t'attends à ce que tout le monde gère les conséquences. Maman a réessayé. S'il te plaît, arrêtons. Non. La voix de papa a tranché la sienne comme une lame. J'en ai marre de marcher sur des œufs autour d'elle. Marre de prétendre qu'elle n'a pas été un fardeau pour cette famille pendant des années. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Fardeau. La chose que j'avais craint d'être toute ma vie. La chose pour laquelle j'avais travaillé si dur pour ne plus jamais l'être. Je ne vous ai rien demandé depuis plus de 2 ans, ai-je dit. Parce que tu sais qu'on n'en a pas les moyens, a-t-il crié. Parce que tu sais que tes choix nous ont mis dans une position où on ne peut plus t'aider. Mes choix. Comme si obtenir une éducation était quelque chose que j'avais fait pour le blesser personnellement. Marc est apparu à l'embrasure de la porte, mais il n'est pas venu à ma défense. Sarah planait derrière lui, l'air mal à l'aise, mais silencieuse. Maman était assise à la table, les larmes aux yeux, mais elle n'a pas pris ma défense non plus. J'étais complètement seul, et c'est là que j'ai compris. Je n'étais pas le problème ici. Je ne l'avais jamais été. Tu veux savoir quel est ton problème, Émilie? Papa ne faisait que commencer, sa voix portant dans toute la maison. Tu as toujours pensé que tu étais trop bien pour nous, trop bien pour cette famille, trop bien pour cette ville, trop bien pour la réalité. Je suis resté là, tenant une cuillère en bois couverte de sauce, pensant à quel point ce moment était surréaliste. Il y a 3 jours, j'avais signé un contrat d'une valeur de 8 millions de dollars. Ce matin, j'avais vérifié mon portefeuille d'investissement en buvant mon café. Il avait augmenté de 100 000 dollars depuis la semaine dernière, et voilà mon père qui me faisait la leçon sur la réalité. Tu as déménagé à New York en pensant que tu allais devenir quelqu'un de spécial, a-t-il continué. Eh bien, devine quoi? Tu n'es pas spécial. Tu es juste une autre fille de petite ville qui a eu les yeux plus gros que le ventre. La cuisine semblait rétrécir autour de nous. Je pouvais entendre Marc bouger mal à l'aise dans l'embrasure de la porte. Sarah devait mourir de honte par procuration. Maman avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Et maintenant tu reviens ici, a poursuivi papa, en agissant comme si tu savais mieux que tout le monde. En regardant de haut les gens qui t'ont élevé, qui se sont sacrifiés pour toi. C'est là que quelque chose en moi a craqué. Pas de colère. J'étais au-delà de la colère, j'étais dans la clarté. Qu'avez-vous sacrifié pour moi, exactement? La question est sortie plus calmement que je ne le sentais. Je suis vraiment curieuse. Papa a cligné des yeux, décontenancé par le ton. Il s'attendait à ce que je pleure, que je riposte ou que je m'excuse. Au lieu de cela, je demandais des précisions. Nous t'avons payé tes études. Vous avez co-signé un prêt que je rembourse moi-même, ai-je corrigé. Chaque centime, avec les intérêts. Je n'ai jamais manqué un paiement. Nous t'avons donné un toit en grandissant. Vous voulez dire que vous avez logé votre propre enfant? Waouh! Père de l'année. Sarah a eu un petit hoquet de surprise face à mon sarcasme, mais j'en avais fini de prétendre que c'était une parentalité normale. Nous t'avons nourri, habillé. Les exigences légales de base pour avoir des enfants, ai-je dit. Quoi d'autre? La bouche de papa s'est ouverte et fermée comme un poisson. On ne lui avait jamais demandé de détailler ses contributions parentales auparavant. Ne me prends pas de haut, a-t-il finalement dit, retombant sur sa menace par défaut. Je ne te prends pas de haut. Je demande ce que vous avez sacrifié parce que de mon point de vue, il semble que vous ayez fourni le strict minimum requis par la loi, puis passé toute mon enfance à me faire sentir coupable d'exister. Le silence dans cette cuisine était assourdissant. Ça suffit, a dit maman doucement. Mais elle ne regardait pas papa. Elle me regardait. Émilie, ça suffit. Et voilà. Même quand papa était complètement déraisonnable, même quand il m'humiliait devant toute la famille, j'étais toujours le problème pour m'être défendu. Tu as raison, ai-je dit en posant la cuillère. C'en est assez. Je me suis retourné pour quitter la cuisine, mais papa n'avait pas fini. Où crois-tu que tu vas? À l'étage, chercher mes affaires. Bien.
Il est peut-être temps que tu apprennes à te débrouiller seul au lieu de revenir en courant chaque fois que la vie devient difficile. J'ai arrêté de marcher, je me suis retourné, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu penses que je suis venu ici parce que j'avais besoin de quelque chose de votre part, n'est-ce pas? J'ai failli rire. J'ai failli lui parler de l'entreprise, des contrats, de l'argent. J'ai failli lui expliquer que je pouvais acheter son entreprise de construction en difficulté sans scier et en faire quelque chose de vraiment réussi. Au lieu de cela, j'ai juste dit, non, papa. Je suis venu ici parce que je pensais que je vous avais peut-être manqué. Son visage est devenu vide. Je pensais que peut-être, après 3 ans, vous voudriez vraiment savoir comment je vais, ce que j'ai accompli, qui je suis devenu. J'ai pris mon sac à main sur le comptoir. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Vous ne voulez rien savoir de ma vie, sauf si ce sont de mauvaises nouvelles que vous pouvez utiliser pour prouver que je suis un échec. Émilie, a commencé maman. C'est bon, maman. J'ai compris maintenant. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je comprends enfin. Comprendre quoi, a crié papa derrière moi. J'ai fait une pause au bas de l'escalier. Que j'ai essayé de mériter quelque chose que vous n'alliez jamais me donner. 20 minutes plus tard, je jetais mes vêtements dans ma valise, écoutant les sons étouffés de la discussion familiale en bas. Personne n'est monté pour voir comment j'allais. Personne n'a frappé à ma porte pour voir si j'allais bien. Sarah est apparue juste au moment où je fermais ma valise. Émilie, ne pars pas comme ça, a-t-elle dit. Tu sais comment est papa quand il est stressé par le travail. Il ne le pense pas, si, il le pense, ai-je dit en retirant ma valise du lit. Et tu sais quoi? C'est très bien. Les gens ont le droit de ne pas m'aimer, mais ils n'ont pas le droit de me traiter comme une ordure. C'est ton père. C'est un homme qui a fourni de l'ADN et un toit. Ça ne lui donne pas le droit de m'humilier. Sarah a bloqué l'embrasure de la porte. Alors, tu vas juste partir? T'enfuir à nouveau. Je ne m'enfuis pas, Sarah. Je quitte une situation où je ne suis pas désiré. J'ai croisé son regard. Il y a une différence. Elle s'est écartée, mais son expression disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Dans l'esprit de Sarah, c'était encore Émilie qui faisait son drame. Émilie qui causait des problèmes. Émilie qui ne connaissait pas sa place. Je suis descendu avec ma valise, traversant le salon où Marc faisait semblant de regarder le football. Passant devant la cuisine où maman et papa avaient repris leur dispute à voix basse. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne ne m'a demandé de rester. Personne ne m'a dit qu'il était désolé. J'ai mis mon sac dans la Honda, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de la maison où j'avais grandi en me sentant comme une étrangère. Mais voilà, ils ne le savaient pas. Je ne retournais pas dans un petit appartement pour pleurer jusqu'à m'endormir. Je retournais à une vie qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le trajet de 6 heures pour retourner à Manhattan m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir. Et au moment où je suis arrivé dans le garage de mon immeuble, j'avais fait la paix avec ce qui s'était passé. On ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu, n'est-ce pas? J'avais laissé mon vrai téléphone dans mon appartement, celui connecté à tous mes comptes professionnels, et je l'ai attrapé dès que j'ai franchi la porte. 17 appels manqués. Tous professionnels, bien sûr. Même à Thanksgiving, les cybercriminels ne prennent pas de pause. Mon appartement, c'était comme entrer dans un autre monde. Des baies vitrées donnant sur Central Park. Une cuisine plus grande que le salon de mes parents. De l'art sur les murs qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. C'était ma vraie vie. Celle dont ma famille ne savait rien. Je me suis versé un verre de vin qui coûtait plus cher que leur dîner de Thanksgiving et je me suis installé dans mon bureau pour rattraper mon travail. Carter Digital Security avait 3 contrats majeurs en préparation et mon équipe avait parfaitement géré les choses pendant mon absence. C'est alors que mon assistante Rebecca a appelé. Émilie, Dieu merci, tu es de retour. Je sais que tu as dit pas d'appel professionnel pendant le temps en famille, mais nous avons une situation. Quel genre de situation? Le bon genre. Tu te souviens de cette chaîne de vente au détail qui s'est fait pirater il y a 6 mois? Celle où nous avons complètement reconstruit leur infrastructure de sécurité. Je m'en souvenais. Ça avait été un projet difficile, mais nous n'avions pas seulement résolu leurs problèmes. Nous avions empêché 3 autres tentatives depuis. Leur société mère veut nous embaucher pour une refonte complète de la sécurité. Les 847 magasins,
y compris les sites internationaux. J'ai failli laisser tomber mon vin. Tous? Tous. Ils veulent commencer par un contrat de 12 mois avec des options de prolongation. Émilie, c'est énorme. Cela ferait de nous l'une des meilleures entreprises de cybersécurité du pays. La valeur du contrat serait d'environ 15 millions de dollars pour une entreprise que j'avais lancée dans ma chambre d'étudiante il y a 3 ans. Organise une réunion pour lundi, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Présentation complète, tous les chefs de département. Déjà fait. Lundi à 10 h. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon fauteuil de bureau, regardant les lumières de la ville. Ma famille pensait que j'étais une étudiante en difficulté qui ne pouvait pas s'en sortir dans le monde réel. Pendant ce temps, j'étais sur le point de signer un contrat qui m'établirait comme un acteur majeur dans une industrie de plusieurs milliards de dollars. L'ironie était presque drôle. Presque. Ma ligne fixe a sonné et je l'ai fixée un moment avant de me souvenir que j'avais donné ce numéro à la banque comme contact d'urgence. J'avais séjourné chez mes parents toute la semaine, alors j'avais mis à jour mes coordonnées avec leur numéro, pensant que si quelque chose d'urgent survenait, ils pourraient relayer le message. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Bonjour, mademoiselle Carter. C'est David Chen de la Madison Trust Bank. J'appelle parce que nous avons le numéro de vos parents comme contact d'urgence et nous avons reçu des alertes d'activités suspectes sur vos comptes. Mon sang s'est glacé. Quel genre d'activité? Rien de non autorisé, a-t-il dit rapidement. Mais nous avons eu plusieurs grosses transactions aujourd'hui et notre système les a signalées pour vérification. Un virement bancaire vers votre compte d'investissement de 8,5 millions. La compte du contrat de vente au détail. C'est ça. La compte que j'avais autorisée hier pour le nouveau contrat. Dans tout le drame familial, j'avais complètement oublié. C'est exact, ai-je dit. J'ai autorisé ce virement. Parfait. Et l'allocation d'investissement automatique s'est déroulée comme prévu. Votre portefeuille s'élève maintenant à un peu plus de 25 millions de dollars. Je suis désolé, quoi? 25 millions de dollars. Pourriez-vous répéter cela? Votre portefeuille d'investissement total à la clôture du marché aujourd'hui est évalué à 25,3 millions de dollars. Je savais que je m'en sortais bien. Je savais que l'entreprise grandissait vite. Mais 25 millions de dollars? Quand est-ce que c'était arrivé? Merci pour la confirmation, a poursuivi David. Oh, et je dois mentionner, nous avons appelé votre numéro de contact d'urgence plus tôt pour vérifier le virement bancaire, mais la personne qui a répondu semblait confuse au sujet des montants impliqués. Mon estomac s'est noué. Vous avez appelé chez mes parents? Oui, nous avons parlé à quelqu'un qui s'est identifié comme votre père. Est-ce correct? Oui, c'est correct. Mon esprit tournait à toute vitesse. Papa avait répondu à un appel de ma banque concernant un virement de 8,5 millions de dollars. Il semblait surpris par le montant, alors nous l'avons assuré que c'était une routine pour votre niveau de compte. J'espère que nous n'avons pas causé de soucis familiaux. Des soucis familiaux? Si seulement David savait. Non, pas de soucis, ai-je réussi à dire. Merci d'avoir appelé. Après avoir raccroché, je suis resté assise là, dans un silence stupéfait. Mon père, l'homme qui avait passé la journée à me dire que j'étais un échec, venait d'apprendre que je valais plus d'argent qu'il ne pouvait probablement en comprendre. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Pas ma ligne professionnelle, mon portable personnel. Émilie. La voix de papa était différente. Tremblante. Ma chérie, ta banque a appelé. Ma chérie. Il ne m'avait pas appelé ma chérie depuis des années. J'ai entendu. Ils ont dit quelque chose à propos de millions. Il avait l'air d'essayer de se convaincre qu'il avait mal entendu. 8 millions. Le virement était de 8,5 millions. Oui. Silence. Un long et lourd silence. Émilie, a-t-il finalement dit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Que fais-tu exactement comme travail? Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon père posait des questions sur ma carrière. Pas en la rejetant, pas en changeant de sujet. En demandant vraiment. Je dirige une entreprise de cybersécurité, ai-je dit. Nous protégeons les entreprises des pirates informatiques. Et ça vaut des millions. Le contrat que j'ai signé hier vaut 15 millions sur 12 mois.
Encore le silence. Jésus-Christ, Émilie. Ouais. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Et voilà. La question que j'attendais que quelqu'un me pose depuis 3 ans. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit, ai-je répété la question de papa, m'enfonçant plus profondément dans mon fauteuil en cuir. À travers mes baies vitrées, Manhattan scintillait comme un circuit imprimé. Quand exactement aurais-je dû le mentionner? Que veux-tu dire? Je veux dire, quand au cours des 3 dernières années quelqu'un dans cette famille a-t-il posé des questions sur mon travail d'une manière qui suggérait que vous vouliez vraiment entendre la réponse? Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, essayant de se souvenir d'une seule conversation où il avait montré un réel intérêt pour ma vie. Émilie, nous avons toujours. Papa, ce matin, tu m'as dit que je n'arriverais jamais à rien. Hier, quand j'ai mentionné le travail, Marc a changé de sujet en moins de 30 secondes. Noël dernier, quand j'ai essayé d'expliquer ce que je fais, maman a demandé si j'étais enfin prête à rentrer à la maison et à trouver un vrai travail. Nous ne savions pas que tu avais réussi. Le mot est resté en suspens. C'est ça. Parce que l'Émilie qui réussit ne correspond pas au récit familial, n'est-ce pas? Je pouvais l'entendre bouger, probablement en faisant les 100 pas dans leur cuisine. La même cuisine où il m'avait humilié quelques heures plus tôt. Émilie, écoute. À propos de tout à l'heure. À propos de tout à l'heure. Quoi? Tu es désolé? Ou tu es désolé que j'ai de l'argent maintenant? Ce n'est pas juste. Juste. J'ai failli rire. Papa, tu m'as littéralement dit de sortir et d'aller mendier dans la rue devant toute la famille, et personne n'a dit un mot pour me défendre. Tu manquais de respect. Je faisais de la sauce. Ma voix est restée calme, mais j'ai senti la vieille colère essayer de refaire surface. J'ai aidé maman avec le dîner, et tu en as fait une excuse pour me démolir, comme toujours. Une autre longue pause. Quand il a repris la parole, sa voix était plus faible. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps as-tu de l'argent? Un certain temps. Combien d'argent, Émilie? C'était le moment où je pouvais minimiser, faire croire que c'était moins que ça ne l'était, le garder à l'aise. Où je pouvais lui dire la vérité, et regarder toute sa vision du monde changer. Selon mon portefeuille d'investissement, environ 25 millions de dollars. J'ai entendu quelque chose se briser en arrière-plan. Probablement un verre ou une assiette. 25 millions, à peu de choses près. Des dollars? Oui, papa. Des dollars. Le son qui est parvenu au téléphone n'était pas tout à fait un rire et pas tout à fait un sanglot. C'était le son de la compréhension de la réalité d'un homme se réorganisant complètement. Émilie, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Pour la première fois de notre conversation, il semblait vraiment curieux au lieu d'être sur la défensive. Alors, je lui ai raconté. Je lui ai parlé de l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Des clients qui me confiaient leurs données les plus sensibles, des contrats valant des millions, des employés qui dépendaient de moi, des innovations que nous avions lancées. Je lui ai parlé de mes journées de travail de 18 heures pendant que d'autres étudiants faisaient la fête. D'apprendre des langages de programmation comme d'autres apprennent à parler français. De la première fois où quelqu'un m'a payé 6 chiffres pour un mois de travail. Et j'ai pleuré dans la salle de bain de mon appartement parce que je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Je lui ai parlé du respect que j'avais gagné dans une industrie pleine de gens qui m'avaient d'abord rejeté comme une simple gamine venue de nulle part. Des invitations à parler à des conférences, des articles écrits sur mon entreprise, des concurrents essayant de débaucher mes employés parce que tout le monde savait que Carter Digital était l'avenir de la cybersécurité. Et tu as fait tout ça pendant que nous pensions que tu avais du mal à l'école. J'ai eu mon diplôme summa cum laude. Sur la liste du doyen chaque semestre. Je l'ai dit à maman dans une lettre il y a 2 ans. Je ne pense pas qu'elle l'ait mentionné. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Les bonnes nouvelles sur la vie d'Émilie ne valaient pas la peine d'être partagées. Émilie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous laisser penser que tu t'en sortais à peine? C'était le cœur du problème. La question que je me posais depuis des mois. Parce que vous n'avez jamais demandé. Parce que chaque fois que j'essayais de partager de bonnes nouvelles, quelqu'un changeait de sujet. Parce que vous étiez tous si investis dans le fait que je sois l'échec de la famille que le succès ne correspondait pas à l'histoire que vous vouliez raconter. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas?
J'ai sorti mon ordinateur portable et fait défiler mes photos. Papa, j'ai des photos de moi rencontrant des PDG d'entreprises du Fortune 500. J'ai des récompenses d'organisations professionnelles. J'ai des employés qui me considèrent comme l'une des dirigeantes les plus innovantes qu'ils aient jamais eues. Et jusqu'à aujourd'hui, mon propre père pensait que j'étais un fardeau qui ne pouvait pas s'en sortir dans le monde réel. Il est resté silencieux pendant un long moment. Émilie, a-t-il finalement dit. Je crois que j'ai fait une erreur. Une erreur? Peut-être. Peut-être plus d'une erreur. J'ai regardé la ville qui était devenue ma maison. L'endroit où les gens connaissaient ma valeur. Où ma voix comptait. Où j'avais construit quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. Papa, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas accompli tout cela pour te prouver que tu avais tort. Je l'ai accompli parce que je voulais construire quelque chose de significatif. Le fait que tu n'aies pas pu voir mon potentiel n'est pas mon échec. C'est le tien. Je sais, a-t-il murmuré. Et j'ai besoin que tu comprennes autre chose. Cette conversation que nous avons en ce moment, le fait que tu poses enfin des questions sur ma vie, ce n'est pas parce que j'ai changé. C'est parce que tu as découvert que j'ai de l'argent. Émilie. J'étais la même personne ce matin quand tu m'as mise à la porte. La même personne hier quand personne ne voulait entendre parler de mon travail. La même personne que j'ai été pendant 3 ans pendant que vous me traitiez tous comme si je vous décevais en existant. La ligne est redevenue silencieuse. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé. J'ai regardé autour de mon appartement, mon sanctuaire. Ma preuve que les rêves ne sont pas des fantaisies si vous êtes prêt à travailler pour eux. Maintenant, je retourne à ma vie, ai-je dit. Celle que j'ai construite pendant que vous ne faisiez pas attention. Et nous, la famille? Pour la première fois depuis que j'avais répondu à son appel, j'ai souri. Pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'essayais de comprendre depuis des années. Papa, on ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Les messages ont commencé le lendemain matin. Je passais en revue les rapports trimestriels en buvant mon café quand mon téléphone s'est allumé avec des notifications. Pas de clients ou d'employés, mais de membres de la famille qui ne m'avaient pas envoyé de SMS depuis des mois. Émilie, j'espère que tu vas bien. J'adorerais qu'on se voit bientôt. Sarah. Salut Serette. J'ai pensé à toi. Peut-être qu'on pourrait déjeuner quand tu seras de retour en ville. Marc. Ma chérie, ton père m'a parlé de ton succès. Nous sommes si fiers. Bisous, maman. Fiers. Maintenant, ils étaient fiers. J'ai mis mon téléphone de côté et essayé de me concentrer sur le travail, mais les messages continuaient d'arriver. Soudain, tout le monde voulait renouer le contact, célébrer mes réussites et s'assurer que je savais à quel point je comptais pour eux. C'est drôle comme je suis devenue importante une fois qu'ils ont connu ma valeur nette. À midi, j'avais 12 SMS, 4 appels manqués et un email de Marc suggérant que nous discutions de certaines opportunités d'investissement qui pourraient m'intéresser. Parce que bien sûr, il s'agissait vraiment de ce que je pouvais faire pour eux, pas qu'ils voulaient réparer notre relation. La goutte d'eau a été lorsque Sarah a appelé alors que j'étais en réunion avec un client. Émilie, oh mon Dieu, je ne savais pas que tu réussissais si bien. Sa voix avait ce ton particulier d'enthousiasme fin que les gens utilisent quand ils veulent quelque chose. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé de vous le dire, ai-je dit en sortant de la salle de conférence, à plusieurs reprises. Eh bien, tu aurais dû être plus clair. Bref, écoute, Tom et moi cherchons une maison et nous avons trouvé cet endroit incroyable, mais nous avons besoin d'aide pour la compte puisque tu t'en sors si bien. Et voilà. Moins de 24 heures après avoir appris mon succès, et Sarah demandait déjà de l'argent. Quelle aide, ai-je demandé, curieuse de voir jusqu'où cela irait. Juste 50 000. Je sais que ça semble beaucoup, mais pour quelqu'un dans ta position, ce n'est probablement rien, n'est-ce pas? 50 000 $. Probablement rien. Comme si j'étais une sorte de distributeur automatique humain. Sarah, tu ne m'as pas demandé comment j'allais personnellement depuis plus d'1 an. Tu ne sais pas si je suis heureuse, si je suis en bonne santé, si je suis en couple, mais tu sais exactement combien d'argent tu as besoin de moi. Émilie, ne sois pas si dramatique. La famille est de la famille. Où était la famille quand papa m'humiliait hier? Où était la famille quand j'ai essayé de partager mes succès et que j'ai été ignoré?
Où était la famille chaque fois que j'avais besoin de soutien émotionnel au lieu de soutien financier? Silence. Parce que Sarah n'avait pas de réponse à ça. Écoute, a-t-elle finalement dit. Je sais que les choses se sont envenimées hier, mais papa se sent très mal à ce sujet. Nous tous. C'est peut-être une chance pour nous de recommencer. Recommencer, maintenant qu'il savait ce que je valais. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur. Tout devenait limpide. Il ne voulait pas d'une relation avec Émilie, la personne. Il voulait un accès à Émilie, le compte en banque. Mais voici ce qu'il ne comprenait pas à propos de l'argent. Il ne change pas qui sont les gens. Il révèle simplement qui ils ont toujours été. Papa a appelé ce soir-là, sa voix prudente et mesurée. Émilie, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir. Et je pense que je te dois peut-être des excuses. J'ai peut-être été trop dur avec toi au fil des ans. Trop dur. Comme si détruire systématiquement mon estime de moi était juste être un peu strict. Papa, que veux-tu? Je veux arranger les choses entre nous. Tu es ma fille et je t'aime. Les mots auraient dû signifier quelque chose. Auraient dû ressembler à une guérison. Au lieu de cela, ils semblaient vides, théâtraux, comme des répliques qu'il avait répétées. Quand est-ce que tu m'as dit pour la dernière fois que tu m'aimais, ai-je demandé. Que veux-tu dire? Avant hier. Avant que tu ne saches pour mon argent. Quand est-ce que tu m'as dit pour la dernière fois que tu m'aimais? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Émilie, ce n'est pas juste. C'est une question simple avec une réponse simple. Soit tu t'en souviens, soit tu ne t'en souviens pas, encore le silence. Je t'ai toujours aimé, a-t-il finalement dit. Même quand j'étais frustré par tes choix. Des choix. Voilà encore ce mot, comme si mes rêves avaient été des attaques personnelles contre lui. Papa, je vais te demander quelque chose et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. D'accord. Si je te disais maintenant que j'ai perdu tout mon argent, que l'entreprise a fait faillite, que j'étais fauché et en difficulté, voudrais-tu toujours cette relation? La pause a duré juste un battement de trop. Bien sûr que je le voudrais, mais nous savions tous les deux qu'il mentait. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous d'être abonné car Émilie est sur le point de prendre une décision qui change tout. J'ai passé le week-end à penser à cette pause. Juste un battement d'hésitation, mais ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le lundi matin a apporté plus de contacts familiaux. Une carte de maman avec un chèque de $500 pour aider aux dépenses. Aider aux dépenses. Comme si j'étais encore cette étudiante en difficulté. Marc a envoyé un email formel, parce que Marc rend tout formel, décrivant une opportunité d'investissement avec son cabinet d'avocats. Ils avaient besoin de capitaux pour s'étendre et ils pensaient que ce serait parfait pour quelqu'un dans ma position. Même ma cousine Lisa, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 3 ans, voulait soudainement renouer le contact et a mentionné que sa start-up cherchait des investisseurs providentiels. C'était comme regarder des vautours tourner en rond. Tout le monde se souvenait soudain qu'ils avaient une relation avec Emily Carter, entrepreneur à succès. Personne ne semblait se souvenir d'Emily Carter, la personne qu'ils avaient passé des années à faire se sentir sans valeur. C'est là que j'ai pris ma première décision. J'ai appelé mon assistante, Rebecca. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr. Je veux que tu mettes en place une ligne professionnelle distincte. Nouveau numéro. Ne le donne qu'aux clients actuels et aux contacts professionnels potentiels. Mon numéro personnel est sur le point de devenir compliqué. Problèmes familiaux. Rebecca travaillait pour moi depuis 2 ans. Elle m'avait vu prendre des appels de mes parents qui me laissaient contrariée et distraite. Elle m'avait regardé essayer d'expliquer mes succès à des membres de ma famille qui ne prenaient pas la peine d'écouter. Quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai appelé mon avocate. Si j'allais couper les liens financiers avec des gens qui ne m'appréciaient que pour l'argent, je devais le faire correctement. Diana, j'ai besoin de restructurer certaines choses. Mettre en place un fonds en fiducie. Quel genre de fonds en fiducie? Le genre qui ne peut être touché par personne d'autre que moi. Pas d'accès familial. Pas de disposition d'urgence. Rien qui donne à quelqu'un d'autre le contrôle de mes actifs. Émilie, ça semble sérieux. Est-ce que tout va bien?
Diana m'avait aidé à créer Carter Digital Security. Elle m'avait vu construire quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. Elle méritait une explication. Ma famille vient de découvrir mon succès financier, ai-je dit. Et soudain, tout le monde veut une relation. Ah. La voix de Diana était pleine de compréhension. Elle avait déjà vu ça. Combien de temps de préavis vous donne-t-il pour leur amour retrouvé? Environ 24 heures. C'est peut-être un record. La plupart des gens attendent au moins une semaine avant de demander de l'argent. Nous avons passé 1 heure à mettre en place des protections légales. Des fiducies, des SARL, des structures d'entreprise qui rendraient impossible à quiconque d'accéder à mes actifs sans mon consentement explicite. Émilie, a dit Diana à la fin, je vais te demander quelque chose en tant qu'amie, pas en tant qu'avocate. Vas-y, es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Parfois, les relations familiales peuvent guérir avec le temps. J'ai pensé à cette pause dans la voix de papa, à Sarah demandant 50 000 $ sans demander comment j'allais, à la proposition commerciale de Marc déguisée en préoccupation fraternelle. Diana, quelle est la différence entre l'amour et l'opportunisme? L'amour met la personne en premier. L'opportunisme met le bénéfice en premier. Alors j'en suis sûr. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis sorti avec des amis, de vrais amis, des gens qui m'avaient connu avant l'argent, qui avaient célébré mes succès parce qu'ils se souciaient sincèrement de mon bonheur. Nous sommes allés dans ce petit restaurant de Soho où j'avais emmené mon premier client il y a 3 ans, à l'époque où un dîner à 100 $ semblait une folie. Tu as été bizarre toute la semaine, a dit mon ami Alex pendant les entrées. Que se passe-t-il? Je leur ai parlé de Thanksgiving, du drame familial, de l'afflux soudain d'intérêt une fois que tout le monde a appris ma valeur nette. Attends, a dit mon ami Jordan, s'étouffant presque avec son vin. Ton propre père ne savait pas que tu avais réussi. Aucun d'entre eux. Comment est-ce possible? Émilie, tu es constamment citée dans les publications économiques. Ton entreprise a été dans Forbes 2 fois. Ils n'ont jamais demandé, et quand j'ai essayé de leur dire, ils ont changé de sujet. Mes amis ont échangé des regards. Le genre de regard qui disait qu'ils essayaient d'être compréhensifs, mais ne pouvaient pas non plus comprendre ce niveau de dysfonctionnement familial. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Alex. Je vais les laisser me montrer qui ils sont vraiment, ai-je dit. Et ensuite, je déciderai si ce sont le genre de personnes que je veux dans ma vie. Et s'il échoue au test? J'ai regardé autour du restaurant, les gens vivant leur vie, poursuivant leurs rêves, construisant des relations basées sur le respect mutuel et l'attention sincère. Alors je continuerai à construire ma vraie famille. Celle qui veut vraiment que je réussisse. Quand je suis rentré ce soir-là, 6 nouveaux messages m'attendaient. Tous de la famille, tous des variations du même thème. On devrait se voir bientôt. Et, j'ai pensé à toi. Et, peut-être que tu pourrais aider avec. Je les ai tous supprimés. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone semblait léger dans ma main. Mais je n'avais pas encore fini de les tester. Mercredi matin, j'ai décidé de mener une expérience. J'ai posté sur les réseaux sociaux. La première fois que je postais quelque chose de personnel depuis des mois. Juste une simple photo de mon petit déjeuner avec la légende, reconnaissante pour les matins calmes et le bon café. En 1 heure, j'avais des réponses de Marc, Sarah et 3 cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis le lycée. Un engagement soudain et enthousiaste avec ma routine matinale soi-disant fascinante. Les mêmes personnes qui avaient ignoré mes publications sur mes réussites professionnelles pendant 3 ans étaient maintenant profondément investies dans mes choix de boissons matinales. Puis j'ai posté quelque chose de différent, une photo souvenir de l'université avec la légende, ces jours simples où les nouilles ramen semblaient un luxe me manque. Silence radio. L'expérience fonctionnait parfaitement. Il n'était intéressé que par Émilie l'entrepreneur à succès, pas par Émilie l'être humain avec des souvenirs et des expériences à partager. Cet après-midi-là, maman a appelé. Émilie, ma chérie, j'ai vu ta publication sur le fait que l'université te manque. Tu sais, si jamais tu as besoin de quelque chose. Besoin de quelque chose comme quoi, maman? Eh bien, si l'entreprise a des problèmes ou si tu as besoin d'un endroit où rester, ta chambre est toujours là pour toi. Ma chambre. La même chambre où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir des centaines de fois parce que rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour cette famille. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr. Quelle est ma couleur préférée?
Ta couleur préférée? Elle semblait confuse par la question. Eh bien, Bleu. C'est le vert. Vert forêt. Ça l'a été depuis que j'ai 8 ans. Oh, eh bien, vert alors. Quelle est ma plus grande peur? Émilie, pourquoi poses-tu ces questions? Parce que je veux savoir si tu me connais vraiment en tant que personne ou si tu me connais juste comme ta fille qui a de l'argent maintenant. Silence. Bien sûr que je te connais en tant que personne. Alors réponds à la question. Quelle est ma plus grande peur? Encore le silence. Je ne sais pas, a-t-elle admis doucement. C'est d'être invisible, ai-je dit. Ma plus grande peur est d'être invisible pour les personnes qui sont censées m'aimer le plus. Émilie. Maman, tu ne connais pas ma couleur préférée. Ma plus grande peur? Ce que j'aime faire pour m'amuser, si je sors avec quelqu'un, quels sont mes espoirs, ce qui me rend heureuse, ou ce qui me tient éveillée la nuit, mais tu sais exactement quel est le solde de mon compte en banque. La conversation s'est terminée peu de temps après. Qui avait-il à dire? Jeudi a apporté un email de papa. L'objet était « Opportunité d'investissement ». Il avait joint une proposition commerciale pour l'expansion d'une entreprise de construction, en-tête professionnelle, projection financière, tout y était. Il voulait que j'investisse 2 millions de dollars dans son entreprise en difficulté. 2 millions de dollars de la part de l'homme qui m'avait dit d'aller mendier dans la rue 5 jours plus tôt. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que l'email était adressé à « Madame Carter, PDG de Carter Digital Security », pas à « Chère Émilie » ou « Chère fille ». Il me traitait littéralement comme un contact professionnel au lieu de son enfant. J'ai transféré l'email à Diana. Sa réponse est revenue en quelques minutes. Émilie, c'est dérangeant. Il essaie essentiellement de monétiser votre relation. De plus, ces données financières ont l'air terribles. N'investissez pas un centime. Ce soir-là, j'ai pris une autre décision. J'allais convoquer une réunion de famille, pas pour me réconcilier. J'avais dépassé ce stade, mais pour clarifier ma position une fois pour toutes. Je veux voir tout le monde ce week-end, ai-je dit à Sarah quand elle a appelé pour savoir si j'avais considéré sa demande d'acompte pour la maison. Vraiment, Émilie? C'est merveilleux. Je savais que tu reviendrais à la raison. Revenir à la raison. Comme si c'était moi qui avais été déraisonnable. J'arriverai samedi matin. Peux-tu rassembler tout le monde pour le déjeuner? Bien sûr. Oh, Émilie, je suis si contente que nous allions enfin redevenir une vraie famille. Une vraie famille. Nous n'avions jamais été une vraie famille. Nous étions un groupe de personnes liées par le sang qui occupaient occasionnellement le même espace tout en maintenant des vies émotionnelles complètement séparées. Mais je n'ai pas dit ça à Sarah. Je le garderai pour samedi. Vendredi soir, je me suis assise dans mon appartement, regardant la ville que j'avais conquise. Demain, j'allais retourner en Pennsylvanie une dernière fois. Pas en tant que fille désespérée mendiant l'approbation, mais en tant que femme à succès que j'étais devenue malgré eux. J'allais leur donner une dernière chance de me montrer qui ils étaient vraiment. Et ensuite, j'allais rendre mon choix permanent. Samedi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis rentré à la maison dans ma vraie voiture. La Tesla Model S a glissé sur l'autoroute de Pennsylvanie comme un vaisseau spatial parmi les pick-up. J'avais passé 3 ans à cacher mon succès, conduisant ma vieille Honda chaque fois que je rendais visite à ma famille. Plus maintenant. S'ils voulaient voir l'Émilie qui a réussi, ils allaient la voir en entier. Je me suis garé dans l'allée de mes parents et j'ai regardé les rideaux bouger à la fenêtre avant. Le visage de maman est apparu, puis a disparu rapidement. 30 secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Émilie, maman s'est précipitée dehors, mais ses yeux n'étaient pas sur moi. Ils étaient sur la voiture. Oh mon Dieu, c'est à toi. Chaque centime, ai-je dit en sortant. Acheté avec mon premier million. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson. Le minivan de Sarah s'est garé derrière moi, et j'ai regardé à travers le pare-brise sa mâchoire tomber. La BMW de Marc ressemblait à une petite voiture à côté de la Tesla. Bon sang, Émilie, a dit Marc, tournant autour de la voiture comme s'il examinait une pièce de musée. Combien ça a coûté? Plus que tes prêts étudiants en droit, ai-je répondu agréablement. Nous nous sommes rassemblés dans le salon où j'avais passé mon enfance à me sentir petite et fautive. Maintenant, assise dans ma veste sur mesure et mon jean de créateur, je me sentais comme une espèce différente de ces gens.
Émilie, a dit papa, s'installant dans son fauteuil préféré. Nous sommes tous si heureux que tu sois rentré à la maison. À la maison? Cet endroit ne ressemblait plus à une maison depuis des années. En fait, papa, je suis venu ici pour vous parler de quelque chose d'important. Tout le monde s'est redressé. Je pouvais presque voir les signes de dollars dans leurs yeux. J'ai réfléchi à la famille, à ce que cela signifie, à ce que nous attendons les uns des autres. C'est merveilleux, a dit maman. Nous y avons tous pensé aussi. Bien. Alors, laissez-moi vous poser une question. J'ai regardé autour de la pièce les visages qui partageaient ma génétique, mais qui me semblaient étrangers. Que pensez-vous que j'attends de cette famille? Eh bien, a dit Sarah prudemment, nous avons tous besoin de soutien émotionnel, d'amour, de compréhension, n'est-ce pas? Et que pensez-vous que cette famille attend de moi? Le silence était révélateur. Émilie, a finalement dit Marc. Nous voulons juste que tu sois heureuse. C'est pour ça que tu m'as envoyé une proposition commerciale demandant 2 millions de dollars, papa? Le visage de papa est devenu rouge. C'était juste une opportunité qui, je pensais, pourrait t'intéresser. En tant que ta fille ou en tant qu'investisseuse? Les deux. Mauvaise réponse. Je me suis levé et j'ai sorti mon téléphone. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait défiler jusqu'à mon application bancaire et j'ai tourné l'écran pour qu'ils puissent tous le voir. Le nombre en haut était plus grand que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Sarah a eu un hoquet. Les yeux de Marc se sont écarquillés. Maman a couvert sa bouche. C'est la somme d'argent que j'ai, ai-je dit calmement. Tout gagné par mon propre travail, ma propre intelligence, ma propre détermination. Aucun de vous ne m'a aidé à gagner cela. Aucun de vous ne croyait que je pouvais le faire, et aucun de vous n'a célébré quand je l'ai fait. Émilie, a commencé papa. Mais dès que vous l'avez découvert, vous avez tous soudainement voulu une relation. Marc voulait des partenariats commerciaux. Sarah avait besoin d'argent pour une maison. Papa m'a proposé des opportunités d'investissement. Maman a commencé à envoyer des chèques comme si j'étais encore cette étudiante fauchée. J'ai rangé mon téléphone. Voici ce que j'ai réalisé. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez ce que je peux faire pour vous. Ce n'est pas vrai, a dit maman, les larmes commençant à couler. Nous t'avons toujours aimé. Maman, jusqu'à la semaine dernière, tu ne te souvenais pas de la dernière fois que tu m'as dit que tu étais fière de moi. Mais tu te souviens exactement combien d'argent tu penses que je devrais contribuer à la compte de Sarah. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Alors, je vais rendre les choses simples pour tout le monde, ai-je continué. Je me retire de cette famille. Tu ne peux pas simplement cesser d'être de la famille, a dit Sarah, sa voix s'élevant. Regarde-moi faire. Je me suis dirigé vers la cheminée où les photos de famille étaient posées depuis des décennies. Ma photo de remise de diplôme n'était nulle part, mais il y avait beaucoup de photos des réussites de Marc et Sarah. Je change mes coordonnées d'urgence. Je mets en place des fiducies qui empêchent quiconque d'entre vous d'accéder à mes actifs, et j'avance dans ma vie comme si aucun de vous n'existait. Émilie, s'il te plaît, a dit papa, sa voix se brisant. On peut arranger ça. On peut être meilleur. Vous avez eu 27 ans pour être meilleur, ai-je dit. C'est ce que vous êtes, et je l'accepte enfin. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je vous aurais tout donné si vous m'aviez simplement aimé pour qui j'étais au lieu de ce que j'avais. Mais vous avez fait votre choix. Maintenant, je fais le mien. Le son de la porte se fermant derrière moi a semblé être le point final d'une très longue et douloureuse phrase. Je suis retourné directement à Manhattan cet après-midi-là, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti vraiment libre. Le lundi matin a apporté exactement ce à quoi je m'attendais, un flot de messages désespérés. Émilie, s'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive. De maman. Nous devons en parler rationnellement. De Marc. Tu brises la famille pour de l'argent. De Sarah. Même mes tantes et oncles ont commencé à me contacter. Apparemment, ils avaient reçu des briefings détaillés sur ma situation financière et mon comportement déraisonnable. Mais voilà ce qu'il y a à savoir sur le fait de couper les ponts avec des personnes toxiques. Le soulagement est immédiat et profond. Je me suis plongé dans le travail avec une énergie renouvelée. Le contrat de 15 millions de dollars avançait plus vite que prévu.
2 nouveaux clients avaient signé grâce à des recommandations. Mon équipe grandissait et la reconnaissance de l'industrie affluait. Mercredi a apporté une surprise à laquelle je ne m'attendais pas, Émilie. Rebecca a frappé à la porte de mon bureau. Il y a quelqu'un ici pour te voir. Elle dit que c'est ta tante. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Je n'ai pas de rendez-vous prévu. Elle n'a pas de rendez-vous. Elle dit que c'est une urgence familiale. Urgence familiale. La tactique de manipulation préférée des gens qui n'ont plus d'autres options. Fais-la entrer. Ma tante Patricia est entrée dans mon bureau avec la même expression inquiète qu'elle avait quand j'avais 8 ans et que j'avais soi-disant embarrassé la famille en pleurant à l'enterrement de mon grand-père. Émilie, ma chérie, nous devons parler. De quoi? De cette situation avec tes parents. Tu détruis la famille. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. Tante Patricia, laisse-moi te poser une question. Quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois? Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois pour savoir comment j'allais? Quand as-tu montré pour la dernière fois un quelconque intérêt pour ma vie? Elle a bougé mal à l'aise. Eh bien, nous avons tous des vies bien remplies. Je vais te le dire. Jamais. Mais dès que mes parents ont parlé à tout le monde de mon argent, tu t'es soudainement inquiété de l'unité familiale. Émilie, ce n'est pas juste. Juste. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts. Tu sais ce qui n'est pas juste? J'ai 237 contacts professionnels dans ce téléphone. Des gens qui respectent mon travail, apprécient mon avis et célèbrent mes succès. Mais je n'ai pas un seul membre de ma famille qui ait jamais appelé juste pour savoir si j'étais heureuse. Le visage de tante Patricia est devenu rouge. Nous sommes de la famille. C'est différent. Tu as raison. C'est différent. La famille devrait être meilleure. Elle a essayé une approche différente. Émilie, ton père a des problèmes de santé. Le stress de cette situation affecte son cœur. Ces problèmes de cœur ont commencé bien avant le week-end dernier. Ils sont liés au stress de son entreprise, à sa consommation d'alcool et à son refus de prendre soin de lui. Pas au fait que j'ai fixé des limites. Mais tu pourrais l'aider. Je pourrais lui donner de l'argent. Tu veux dire? Oui. Tu en as tellement et il a besoin de si peu. Et voilà. La conviction fondamentale que mon rôle dans cette famille était d'être la solution aux problèmes de tout le monde. Tante Patricia, je veux que tu écoutes attentivement ce que je vais dire. Elle a hoché la tête. J'ai bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars à partir de rien. J'emploie 37 personnes. J'ai été cité dans Forbes, Harvard Business Review et TechCrunch. J'ai pris la parole à des conférences dans le monde entier. J'ai révolutionné les protocoles de cybersécurité pour de grandes entreprises. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur la ville où j'avais fait mes preuves. Mais pas une seule personne dans ma famille ne m'a jamais interrogé sur tout cela. Pas une seule personne n'a jamais exprimé de fierté pour ce que j'ai accompli. Pas une seule personne n'a jamais célébré mon succès ou soutenu mes rêves, ou même pris la peine de comprendre ce que je fais dans la vie. Je me suis retourné pour lui faire face. La seule chose que tout le monde veut savoir, c'est combien d'argent j'ai et combien je suis prête à en partager. Ce n'est pas une famille, tante Patricia. C'est un système pyramidal. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et si les choses changent? Et si tout le monde commence à être plus encourageant? Changer parce qu'ils le veulent ou changer parce qu'ils ont besoin de mon argent? Une autre longue pause. Émilie, même si tu as raison sur tout, même si nous avons tous été terribles, ne penses-tu pas que le pardon est important? Ne penses-tu pas que la famille devrait avoir une autre chance? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Méritait-il le pardon? Leur devais-je une autre chance? Tante Patricia, je leur ai pardonné il y a des années. Chaque affront, chaque rejet. Chaque fois qu'ils m'ont fait sentir sans valeur, j'ai tout pardonné parce que je pensais que c'était ce que la famille était censée faire. Je me suis rassise à mon bureau. Mais le pardon ne signifie pas continuer à se soumettre à des abus. Il ne signifie pas prétendre qu'un comportement toxique est normal. Et il ne signifie pas donner aux gens des chances illimitées de vous blesser. Alors c'est tout. Tu vas juste nous couper tous les ponts? Je vais me concentrer sur les personnes qui veulent vraiment de moi dans leur vie. Les personnes qui connaissaient ma valeur avant de connaître ma valeur nette. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau pendant un long moment,
réfléchissant à la conversation. Étais-je trop dur? Trop impitoyable? Puis j'ai pensé à mon équipe, à mes amis, aux relations professionnelles que j'avais bâties sur le respect mutuel et l'attention sincère, à la vie que j'avais créée où ma valeur n'était pas conditionnée par ce que je pouvais fournir aux autres. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne coupais pas ma famille de ma vie. Je faisais de la place pour que la vraie famille puisse y entrer. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon nouvel appartement, un Penthouse avec vue sur Central Park que j'ai acheté parce que j'aime la vue, pas parce que j'avais besoin d'impressionner qui que ce soit. Mon entreprise vient de signer son plus gros contrat, un accord de 3 ans d'une valeur de 47 millions de dollars. Forbes m'a nommé l'une des 30 leaders technologiques de moins de 30 ans à suivre. La Harvard Business School veut que je donne des conférences. Et vous savez quoi? Je n'ai pas parlé à ma famille de sang depuis des mois. Au début, les messages ont continué. Culpabilisation, manipulation, accusation d'égoïsme et de cruauté. Mais finalement, même eux se sont lassés d'envoyer des messages auxquels je ne répondais jamais. La dernière communication est venue de Mark il y a 3 semaines, une lettre formelle de son cabinet d'avocats menaçant d'une action en justice si je n'honorais pas mes obligations familiales. Je l'ai transmise à Diana, qui a répondu par une lettre si professionnellement dévastatrice que je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. Apparemment, menacer de poursuivre quelqu'un en justice pour ne pas vous avoir donné d'argent est mal vu par la communauté juridique. Qui l'eût cru? Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. Les écarter n'a pas rendu ma vie plus petite, elle l'a rendue plus grande. Le mois dernier, j'ai lancé un programme de mentorat pour les jeunes femmes dans la technologie. Je l'appelle la Fondation Carter pour l'innovation numérique. Nous offrons des bourses, des stages et un soutien aux filles qui veulent percer dans la cybersécurité mais n'ont pas les relations ou les ressources. Notre première boursière est Maria Rodriguez, une jeune de 19 ans de Chicago qui me rappelle moi-même à cet âge. Elle est brillante, motivée et convaincue qu'elle n'est pas assez intelligente pour réussir. Je connais ce sentiment. Madame Carter, a-t-elle dit lors de notre première rencontre, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez choisi. Il y avait tellement de candidates plus qualifiées. Maria, je peux te dire quelque chose? La personne la plus qualifiée n'est pas toujours celle qui a les meilleures notes ou le plus d'avantages. Parfois, c'est celle qui a le plus de détermination à prouver qu'elle a sa place. Elle a souri et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Le même changement que j'avais ressenti lorsque j'ai finalement réalisé que ma valeur n'était pas déterminée par les opinions des autres. Ma vraie famille se compose maintenant de gens comme Maria, comme mon équipe chez Carter Digital, comme mes amis qui ont célébré avec moi quand j'ai acheté le Penthouse et qui n'ont pas immédiatement demandé s'ils pouvaient emprunter de l'argent. Le week-end dernier, Alex et Jordan m'ont organisé une fête surprise pour le contrat de 47 millions de dollars. 30 personnes sont venues, des gens qui connaissaient mon parcours, qui avaient soutenu mes rêves, qui se souciaient sincèrement de mon bonheur. Pas un seul d'entre eux ne m'a demandé d'argent. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Je pense encore parfois à mes parents de sang. Je me demande si papa a un jour compris que ses problèmes de santé pourraient s'améliorer s'il arrêtait de boire et commençait à faire de l'exercice au lieu d'attendre que sa fille résolve son stress financier avec un chèque. Je me demande si maman a un jour réalisé que les vraies mères connaissent les couleurs préférées de leurs enfants. Je me demande si Sarah et Marc ont un jour réfléchi au fait que les relations nécessitent un investissement émotionnel, pas seulement une extraction financière. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à eux parce que j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Le véritable amour n'a pas de prix. La vraie famille ne disparaît pas quand on fixe des limites. Les vraies relations ne dépendent pas du solde de votre compte en banque. Et le vrai succès ne se résume pas à l'argent. Il s'agit de construire une vie où vous êtes apprécié pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir. Ce soir, je dîne avec Maria et 3 autres boursières. Nous allons dans ce même petit restaurant de Soho où j'ai emmené mon premier client. Nous parlerons de leurs rêves, de leurs défis, de leurs projets pour changer le monde. Et pas une seule fois quelqu'un ne me demandera autre chose que des conseils et des encouragements. C'est ça, le sentiment d'être en famille. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur et la construction de la vie que vous méritez. Parce que parfois, la famille qui compte le plus n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle que vous choisissez. Celle qui vous choisit en retour.